M. Ibrahim Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, Monsieur le juré, Monsieur l'avocat. Comme l'a dit le Président, mon nom est Ibrahim Koulibaly. Je viens du Mali, un pays africain. Et j'habite dans le centre du Mali, dans une région appelée Kouligoro. Et c'est pour dire que je suis né dans cette région il y a plus de 45 ans maintenant. Et quand j'étais petit, je me souviens que nous produisions une gamme variée de productions. Nos parents, notamment des céréales comme le mil, le sorgho, le fonio, le maïs est venu un peu plus tard. Et je me rappelle que on a introduit la culture du coton. C'est pour dire qu'on avait déjà la culture du coton, mais un coton qui était cultivé naturellement, qu'on faisait après les cultures, une variété très très rapide, active, qui n'avait pas besoin de fertilisation. Elle a déjà disparu complètement. Et on a introduit la culture du coton dans cette région parce qu'en fait, à un moment, le gouvernement malien qui était devenu indépendant avait besoin d'argent pour faire tourner l'appareil de l'État. Parce qu'on avait pris l'indépendance, mais il n'y avait pas les moyens de faire tourner, payer tous ces fonctionnaires et puis faire tourner cette machine administrative. Donc il fallait trouver de l'argent, il fallait des devises. Donc il fallait développer une culture qui pouvait se vendre pour rapporter de l'argent, les devises. Donc le gouvernement s'est lancé dans un programme d'extension de la culture du coton. Et celle-ci étant, donc ma région a été évidemment une des régions ciblées comme étant une région où on pouvait produire le coton à grande échelle. C'est en ce moment qu'on a commencé à donner à nos parents à l'époque non seulement de la semence de coton, mais aussi, puisque la culture s'est développée, on a constaté que des insectes venaient manger les feuilles. Contrairement à notre coton traditionnel qui était cultivé de façon éparse, il fallait faire des champs qui étaient plus grands, qui se touchaient. Donc ça a fait sortir des vers, des terres qui mangeaient les feuilles du coton. Donc il fallait trouver des solutions. On a commencé à nous amener des bidons d'insecticides en aluminium, des grands bidons qui étaient partagés entre les membres des familles. Et on avait amené des pulvérisateurs. Donc il y avait ce qu'on appelle des agents vulgarisateurs qui venaient dans le village pour expliquer comment on devait traiter contre ces vers. À l'époque, il suffisait souvent d'un traitement pour toute la campagne de production, pour maîtriser. Mais au fil du temps, il fallait 2 traitements, 3 traitements, 4 traitements. Il fallait traiter chaque semaine. Donc on ne sait plus même aujourd'hui le nombre de traitements. C'est-à-dire que les gens regardent, en général, on essaie de voir s'il y a des vers et on va traiter. Donc ça c'était au début. C'est vrai que le coton est devenu une source monétaire pour nous, mais en même temps aussi un problème, parce qu'il fallait changer notre système de production. On ne pouvait plus se permettre de travailler à la daba en gérant la fertilité comme on le faisait uniquement pour les mil et les sorgho. Il fallait de l'engrais aussi. Donc pour maintenir chaque année le niveau de production, des rendements du coton, il fallait mettre de l'engrais. Et ceci, on le faisait en nous endettant dans un système de dette collective qu'on appelait la caution solidaire. C'est-à-dire que c'est tout le village qui était solidairement responsable de la dette envers la banque. Donc si quelqu'un... donc s'il y avait un problème, c'est qu'on prenait le bien de tout le monde pour payer. Même ceux qui n'ont pas fait de coton. C'était comme ça. Et donc, ce système-là a perduré.
Et plus il avançait, plus la fertilité, les sols ne produisaient pas suffisamment. Malgré qu'on mettait chaque année de l'engrais, les sols ne pouvaient pas produire comme on le souhaitait. Bon, ceux qui avaient la possibilité d'avoir des troupeaux, de mettre un peu de fumier organique, arrivaient quand même à s'en sortir mieux que les autres. Et donc, c'est en ce moment aussi qu'on a vu, certaines familles devenir beaucoup plus vulnérables, je dirais même beaucoup plus pauvres, du fait que justement, ils augmentaient les champs de coton au détriment des cultures qui servaient de base à leur alimentation. Donc plus vous faisiez du coton, vous gagnez peut-être, vous avez la chance de gagner un peu d'argent, mais vous devenez plus vulnérable parce qu'il fallait plus tard aller acheter avec l'argent du coton les céréales au marché pour vous nourrir. Donc ce qui était une aberration pour un paysan dont l'objectif premier est de se nourrir. La première dignité chez nous, c'est de nourrir sa famille avec sa récolte. On est resté dans cette situation qui a évolué d'un certain côté. Il y a eu une crise très très grave qui a frappé le secteur du coton. Et cette crise a fait que le prix du coton avait brutalement baissé, là où notre gouvernement va vendre le coton. Et donc maintenant il fallait qu'on trouve des solutions. Parce que c'est les paysans, quand le prix a baissé, le gouvernement a fait répercuter la perte directement sur les paysans. Et donc nous avons perdu beaucoup de ressources. Mais on était piégés, c'était difficile de sortir parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de gagner de l'argent en dehors du coton. Les prix des céréales étaient trop bas et donc les gens n'étaient pas intéressés à développer la culture des céréales puisqu'on ne gagnait pas. Et c'est dans ce temps qu'on a commencé, d'abord pour dire que pendant ce temps où on faisait du coton avec des pesticides, on a vu changer beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'abeilles. Quand on était dans le champ, on pouvait voir passer des dizaines d'abeilles dans la journée au-dessus de nos champs. Mais quand on a commencé à faire les pesticides, à développer le coton, on a vu que, pour vous donner des exemples, des abeilles venaient même dans la famille, partout où il y avait un trou, les abeilles venaient faire du miel. Partout, même dans les cours des maisons. Tellement ils avaient besoin d'avoir des trous d'arbres, des trous, partout où il y avait un espace où ils pouvaient se mettre, ils faisaient du miel. On n'avait pas de problème pour trouver du miel, il y en avait partout parce qu'il y avait plein de dessins d'abeilles. Donc on a vu que les abeilles, il y en avait de moins en moins. Ça c'est un constat aujourd'hui que personne ne peut nier. En plus de ça, le développement de la culture du coton a fait qu'on a défriché de plus en plus d'espace. Et donc il y a de moins en moins d'arbres. Et donc le climat aussi n'était plus, on n'avait plus assez de pluie aussi comme par le passé. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous ne savions pas que ces produits étaient dangereux. Il n'y a pas un paysan qui porte un masque de protection pour traiter son champ. On ne le savait pas. Et tout le monde traitait son champ comme si le produit était un produit normal, naturel. Donc, on a vu émerger des maladies, différents types de maladies, notamment l'hypertension, qui n'était pas une maladie courante en milieu rural, diabète, maladie cardiaque, toutes sortes de maladies qui venaient, donc qui faisaient que les paysans en plein, en pleine potentialité de production étaient incapables de faire, qui sont malades, ils ne peuvent plus travailler. Donc ça aussi, c'est un constat qu'on a commencé à faire. Mais plus grave que ça, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, on m'a dit que ma cousine était tombée malade. Et je savais qu'elle avait une rage des dents, mais on m'a dit que son ventre était devenu... D'un coup, elle avait eu un ventre enflé pour intoxication. En fait, on ne savait pas si c'était une intoxication. C'est après que je l'ai su. Et quand on est allé pour la voir, elle nous a dit que quelqu'un lui avait conseillé de tremper un brin de coton dans l'insecticide qu'on traite avec on traite le coton pour le mettre dans le trou de la dent enragée. Et ce qu'elle avait fait, donc le produit, elle l'avait intoxiqué. Et aujourd'hui, elle est encore vivante, heureusement, mais complètement,
hors de service, elle ne peut plus rien faire. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Aussi, on pouvait, les rivières, nous sommes au bord d'une rivière, et de plus en plus, on a commencé on pêchait du poisson dans cette rivière. On a commencé à voir que des poissons, notamment les silures, avaient des taches blanches sur le corps. Donc ça, c'est des choses que nous avons constatées qui n'existaient pas. Donc pour nous, avant qu'on commence à faire du coton, il y avait une situation, et après qu'on a commencé à faire du coton avec des pesticides et de l'engrais, on a commencé à voir ce genre de situation. Et quand il y a eu la crise du coton, on nous a dit que maintenant les Américains ont trouvé une semence nouvelle qui dispense d'utiliser les pesticides. Que c'était un coton qui allait être très bien pour l'environnement, et ça nous a amené dans des situations pas possibles. Comme à l'époque, j'avais déjà des responsabilités dans les organisations paysannes au niveau national, nous avons été alertés et nous avons pu saisir un projet de recherche qui était intitulé Projet de recherche sur le coton transgénique, qui avait pour objectif d'expérimenter ce coton américain chez nous. Bon, ça nous a beaucoup alarmés. On a fait des réunions pour essayer d'en savoir davantage. On a appelé des professeurs d'université, des scientifiques, pour qu'on parle de cela. Mais on a compris que vraiment c'était un processus pas clair du tout. Parce que tout simplement, il y avait de l'argent qui avait été donné par l'USAID, qui est l'agence de coopération des Américains qui est basée au Mali, qui voulait donner de l'argent aux chercheurs maliens pour faire ce coton-là. Comme ça. Parce que, entre-temps, notre pays voisin, le Burkina Faso, avait commencé à faire le même type de coton sans discuter avec les paysans. Bon, donc nous, on a fait des campagnes, on a monté des campagnes d'information pour que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose de pas normal qui était en train de se préparer. Que si on doit changer le système de type de coton ou d'autres choses, il faudrait que ce soit la demande des paysans, que ce soit nous qui demandons qu'on veut d'autres types de coton. Mais on n'était pas du tout convaincus parce qu'on avait entendu qu'entre-temps, effectivement, il y avait des problèmes dans d'autres pays où on avait introduit ces types de plantes transformées. Donc pour nous, tout ce qui est transformé nous amène à nous poser des questions, puisque si ce n'est pas quelque chose qui est naturel, et donc si c'est quelque chose qui a été transformé, donc il se peut que ça peut créer des problèmes, puisqu'on avait vu déjà beaucoup de problèmes avec déjà les pesticides qu'on avait utilisés. Donc on a cherché à comprendre et on a compris que véritablement c'était un processus de corruption très très prononcé qui allait jusqu'au sommet de l'État. Parce qu'on a essayé de nous dénigrer en disant que nous sommes des gens qui prennent le pays en otage, que nous sommes manipulés par José Bové, que nous sommes manipulés par des ONG européennes qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Que voilà, on est des gens, on veut vraiment que nous restons à l'âge de la pierre. Bon, on n'était vraiment pas des gens normaux dans leur façon de voir. C'est ça qui nous a poussé. On a dit, bon, ça nous affaiblissait parce que quand vous êtes dans un pays où les gens travaillent à la main, où il n'y a pas les tracteurs, les paysans les plus heureux ont une charrue, une paire de bœufs, une charrette et un âne, les autres travaillent à la main. Quand on vous dit que vous êtes contre le progrès, vous voulez maintenir les gens dans ce dur travail. Donc c'était ça. On ne veut pas que les gens aient des moyens de s'en sortir. Ça nous affaiblissait auprès de nos propres membres. Donc on a fait ce qu'on appelait un jury citoyen qui avait pour objectif un processus très ouvert, transparent, pour que des paysans qui n'étaient pas aussi informés puissent se prononcer pour dire si cette chose-là qui venait était bien ou non ou mauvais pour nous. Bon, donc, on a fait ce processus avec les chercheurs qui étaient pour l'introduction de cette culture. Et donc, pendant presque une semaine,
on a sélectionné des paysans sur tous les territoires. On avait ce qu'on appelle des experts indépendants qui observaient tout le processus pour voir si tout est normal, tout est transparent, tout est clair. Et quand les paysans ont écouté les arguments de ceux qui étaient pour l'introduction rapide de ces nouvelles plantes OGM chez nous, et nos arguments et les arguments des scientifiques qui n'étaient pas d'accord, à l'unanimité, ils ont dit que ceci est le plus grand complot jamais organisé contre les paysans et que ce projet avait pour objectif de tuer physiquement les personnes. Voilà ce que je voulais dire comme témoignage. Je vous remercie.